L'Assemblée nationale a adopté la loi sur la réserve armée de la défense. Le texte a été ensuite voté en seconde lecture au Sénat. Mais quels en sont véritablement les contours? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, messieurs, bienvenue. Et c'est avec un invité spécial. Il s'agit de Dédé Mopassa, député national élu d'Idiofa dans le Kouilou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, maintenant c'est d'habitude. Alors d'entrée de jeu, je voudrais avoir les nouvelles de votre province, le Kouilou justement. Quelles sont les nouvelles de votre province? Ah, mais ça va très mal au Kouilou, vous savez, avec Kwamouth, tous les effets qui se passent à Kwamouth, si ce n'est pas l'interaction sur Kinshasa, automatiquement c'est sur le Kouilou, parce que Bakata c'est déjà Kouilou, et notre capitale provinciale, le Bandundu, qui a encore de réfugiés, les gens qui ont fui, les déplacés comme on dit, souffrent encore et les aides n'arrivent pas encore à temps et c'est en débandade. Donc il faut que le gouvernement agisse vite et je pense que quelques actions sont en train d'être menées et ça ne peut pas conforter le climat de la province. Et en plus, l'examen d'État c'est pour demain, les enfants appellent de partout. De partout, il n'y a pas de solution. Comment ils vont payer ? Parce qu'il y a des droits de participation à l'examen d'État où le parent se trouve en difficulté. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, qu'en est-il? Mais bon, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ça va. La population est aguerrie. La population a très bien reçu la sortie de l'Union sacrée. On nous a encouragés et ils veulent voir quelle position le Grand Bandundu ou le Kouilou va avoir dans ce grand mouvement qui est né. Hein. Donc, ils veulent voir comment ça va se passer et quelles sont les attentes en tant que résultat d'une politique mise en place ou d'une gouvernance qui va avoir des retombées sur les avancements des projets mis parcours ou bien qui étaient en projection, voire se développer, tels que Kakobola, le route de dessert agricole, quelques marchés dans beaucoup de communes, les 145 territoires. Tout ça, c'est à l'attente et c'est comme ça qu'ils soutiennent l'Union sacrée d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'en est-il du conflit entre les Teke et les Yaka? Parce qu'on sait très bien que votre province, donc la province du Kouilou, n'a pas été épargnée. Oui, mais quand je dis ça, c'est la conséquence de ces conflits. Mais ces conflits, on les suit comme tout le monde. Le Parlement, on a demandé plusieurs fois une mission d'enquête qui doit déceler exactement ce qu'il y a. Est-ce qu'au stade actuel, on est en train d'aller vers l'apaisement? Bon, ça c'est des surfaces. Parce qu'il y a quelques mois, on a cru à l'apaisement. On a mis des militaires tout au long de la route Bandundu-Ville jusqu'à Mongata. Et ça a apaisé un tout petit peu. Et aussitôt que les militaires sont partis, on a réduit le nombre. Les échafauds ont repris. Les comités qui vont là-bas, le ministre partant de l'Intérieur qui était invité au Parlement pour venir dire exactement qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde vienne à la télé et commence à dire les causes réelles. Non, l'État fonctionne, l'État a des services, des renseignements, il a les services de la police, de la justice, et il a beaucoup comment on va dire, il est bien organisé tel que il doit connaître, au fait, par ses enquêtes, qu'est-ce qui se passe et comment remédier à cela. Jusqu'à présent, nous au Parlement, je peux dire, on n'a pas encore la version exacte, et je ne vais pas me permettre à la télé pour dire c'est quoi exactement. Mais je reste député, j'ai des informations à gauche, à droite. Moi, je vais très loin, mais même pas dans le contexte des Teke et les Yaka. Non. Oui. Mais vous savez qu'il y a un bloc pétrolier très en vue dans ce bloc-là. Et des petites techniques, que ce soit au Mali, que ce soit en Namibie, un peu partout. Quand il y a l'annonce des richesses dans un coin, c'est toujours ce genre de conflit qui commence. Et en Afrique, on utilise des tribus, on utilise des familles pour empêcher l'investissement dans ces centres-là. Donc, les enquêtes peuvent aller de tous les sens, mais je retiens qu'il y a une bouche autorisée, le ministère de l'Intérieur, qui doit, au nom du gouvernement, nous dire qu'est-ce qui se passe. Mais je les encourage, j'encourage le ministre Peter Kazadi,
qui a déjà fait une première sortie pour aller voir ceux qui se sont déplacés vers Brazzaville, Exactement. mais qui continuent à faire ainsi et le plus vite possible de trouver les résultats pour permettre aux enfants de Kwamoutou de voter dans la quiétude. Alors, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, vous êtes un élu d'Idiofa. Quelles sont les urgences aujourd'hui en termes d'amélioration des conditions de vie de la population? Non, mais tout est urgent. Le courant là doit vite venir. Les routes des desserts agricoles. Le route des desserts agricoles, vous savez, les greniers agricoles, donc on produit le maïs, on produit le manioc, qui est l'aliment de base de Kinshasa. Et c'est ça la richesse économique de production familiale d'abord. Parce qu'on peut tout dire, cette production, ce sont des productions familiales. Il n'y a pas des industries qui produisent du manioc à l'échelle industrielle. Mais les projections maintenant, c'est de faire le Kouilou, ce bastion où il y a des usines de production avec des chaînes de manioc qui aujourd'hui a l'ambition de remplacer le bleu. Donc, il ne faut plus qu'on laisse ça entre les familles de production familiale. Mais là, alors, la production familiale souffre au jour d'aujourd'hui de déplacer leur production vers le point de vente. Pourquoi? Parce que les véhicules qui ramassent cette production n'arrivent pas à des marchés qui sont à distance de 200, 180 km, mais dont les routes sont mauvaises. Qu'en est-il du programme de développement de 145 territoires? Est-ce que ça se fait sentir? Oui, ça se fait sentir, mais dommage pour ce programme. Dommage pour ce programme. Si on avait commencé avec des routes, la démarche devait être un peu différente, parce que le route, déjà, c'est une intervention économique qui a d'impact, qui a donné un impact direct. Parce que tout le monde, moi je pouvais mettre des camions, vous pourrez mettre d'autres, un marché, vous pouvez racheter, vous pouvez transformer. Mais quand déjà vous construisez des écoles seulement, le bâtiment, c'est très bien, on en a besoin, mais vous construisez trop cher parce que déjà l'acheminement de ces marchandises dans des routes mauvaises, pas en bon état, ça passe beaucoup de jours pour 20 km, 30 km, ça augmente le prix. Et ça fait abîmer ensuite les produits, surtout si c'est en période de pluie. Il peut y avoir des intempéries et tout ça, ça peut... Personnellement, vous y croyez? Vous croyez à ce programme? Je crois. C'est cette voie-là qui va donner de l'espoir. Parce que c'est le développement à la base. C'est ça que ça veut dire, le développement à la base. Mais c'est vrai qu'on a commencé là où on ne devait pas commencer. Ça dépend. Ils ont réfléchi qu'ils pouvaient commencer par des bâtiments. Selon vous, on devrait commencer par de routes. Par les routes de desserts agricoles. Les routes qui vont accéder, qui relient des territoires. Les routes qui relient des provinces. De telle manière, d'une province à une autre, ça peut profiter aux échanges, ça peut profiter à une économie locale de foyer. Donc, et une économie locale, ça crée des richesses. Et on peut s'adapter selon le besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le manioc, dans le maïs, mais le maïs est recherché dans les Katanga aujourd'hui. Mais nous avons encore le sol qui est bien présenté que le sol du Katanga. Le sol du Katanga, avant de planter, il faut le nourrir d'abord, il faut la traiter. Le traiter, la terre, je voulais dire. Mais ici, chez nous, vous trouvez déjà la terre, il n'y a pas d'MPK, il n'y a rien que vous mettez directement, vous semez et vous récoltez. Et vous pouvez en faire en 2 saisons, même 3, parce qu'il y a de l'eau à côté. Donc, toutes ces choses-là, quand le moyen de communication, de relais est convenable, là, je parlais de route, mais au-delà de route, il y a aussi des rivières, des types de navigation. Vous voyez pourquoi on a mis le ministère de Transport, Voies de communication et de désenclavement. Les enclavements n'ont pas marché. On a désenclavé où? C'est quoi qu'on a fait? Donc, c'était ça la vision. Et les 145 territoires, c'est principalement les désenclavements qui va maintenant générer une très bonne économie. Ce sont des propositions que vous pouvez faire. C'est déjà compris, mais maintenant, les agences qu'on a consultées, la tribune de l'Assemblée nationale, oui. Commencer de ce côté-là. Mais bon, on le dit tous les jours, quand le ministre a présenté son programme, on est revenu là-dessus. Mais les 145 territoires est venu un peu après, parce que le développement à la base, c'est l'affaire, le gouvernement s'est engagé avec le développement rural. Mais la vision du chef est venue, disons, renforcer le développement rural pour avoir ces projets présidentiels rendus dans le gouvernement, dans le plan des 145 territoires. Alors, on va très, très rapidement aborder notre thématique. Et puis, les recettes du Kouilou. Vous savez, c'est Kinshasa qui étouffe le Kouilou en termes de la fiscalité. Toutes les marchandises de première nécessité, de consommation directe, dont on importe, vous savez que 80% de nos besoins sont importés, sont des douaniers ici à Kinshasa.
Et le recette de la province, c'est comme s'il ne participe en rien. Mais quand on a fini de dédouaner ici, le recette paraît sur le tableau de Kinshasa comme province. Mais en attendant la consommation, si vous allez à Kinshasa, vous allez voir combien de camions quittent ici avec des marchandises importées qui vont maintenant être consommées dans les Kwilu. À Kikwit, à Boulungu, à Idiofa, partout là-bas. Et ils achètent en masse tout ce qu'on paye aux enseignants, ça reverse et ça revient à Kinshasa. Et ça crée un peu une forme de pauvreté parce que c'est un cycle qui vous paye, qui vous récupère, qui vous donne la marchandise. Mais sur le recette de l'État, de la province, c'est zéro. Ça paraît comme si la province ne participe pas dans l'économie nationale. Donc, c'est des choses... Et quel plaidoyer vous menez parce non, mais que le gouverneur, avec son gouvernement provincial... Vous avez le rôle, justement, de défendre la cause du peuple. Oui, la cause du peuple, mais c'est un niveau. Là, il y a l'Assemblée provinciale, il y a un gouvernement provincial qui doit venir contacter le gouvernement provincial de Kinshasa pour voir dans quelle mesure il peut faire cette démarche-là. Et permettre, pourquoi? Parce qu'il y a un service de douane, un service d'impôt qui existe dans le Kwilu, qui peut rester libre. On peut trouver un style pour permettre à ce que ce qui est consommé dans le Kwilu soit déclaré dans le Kwilu. Sinon, alors, tout pourrait être déclaré au Bas-Congo, à Matadi ou à Mwanda. Kinshasa n'aura rien comme recette. Honorable Dédé Moupassa, nous allons aborder notre thématique donc de cette émission, réserve armée de la défense, opportunités et nécessités. Au niveau de l'Assemblée nationale, la loi relative a été donc adoptée. Elle a également été adoptée en seconde lecture au niveau du Sénat, mais le public qui nous suit aimerait comprendre les contours de ce projet de loi parce qu'il s'agit d'une proposition du gouvernement. Alors, quels sont les contours? Difficile pour moi parce que d'abord, je ne suis pas l'initiateur de la loi, non plus, ça ne vient pas de l'Assemblée. Vous avez participé au vote. Oui. C'est un projet de loi. Les alentours de motivation principale est bien présenté par le ministre de la Défense ou alors c'est lui qui a conçu ça quand il était ministre de la Défense. Aujourd'hui, il est ministre des Recherches scientifiques, mais un ancien militaire. Alors, l'idée que j'ai comprise dans ce projet de loi, je ne le dirais pas tout à fait correcte. Vous avez participé au vote? Oui, j'ai participé au débat qui était où peut-être mon point de vue n'a pas été retenu, mais le vote aujourd'hui a été sanctionné par le passage de cette loi. Nous l'avons et nous assumons. Nous la voulons et le vote a démontré qu'aujourd'hui... Et quelle est son opportunité? Ça vient résoudre quoi? Selon le projet de loi, c'est dans le cadre de réforme de notre armée. Il faut mettre en place l'armée aujourd'hui. Tout le monde décrit les niveaux de notre armée qu'il faut être renforcé à cause de nos richesses, à cause de toutes ces menaces des pays voisins, des pays lointains, mais à l'ambition du Congo, l'objet de convoitise d'une manière générale, il faut que la souveraineté soit protégée. Et cette souveraineté ne peut être protégée principalement par l'outil principal que l'État a, c'est l'armée. Et pour cela, il y a plusieurs réformes qui sont en train de se faire. Parmi ces réformes, il fallait maintenant voir dans quelle mesure les anciens militaires, le militaire engagé, les non-militaires s'engagent dans un tout pour permettre à ce que, ce sont eux qui vont composer cette réserve. À tout moment, ces réserves peuvent agir, qu'on ne laisse pas le métier, si je veux dire, le métier de militaire qu'aux militaires de carrière. Au-delà des militaires de carrière, il y a encore une catégorie de militaires qui n'agissent que les qui sont engagés par rapport à un événement ou une opportunité qui arrive pour défendre le pays. Donc, et c'est cela que a découlé plusieurs points de vue. Les autres ont estimé qu'on rend ça obligatoire parce que c'est ça qui est constitutionnel. Les autres ont préféré voir, parce que dans le Maïmaï, dans les groupes armés, il y a deux types. Il y a ceux qui attaquent le pays, dont ceux que nous poursuivons, et il y a d'autres qui défendent. Alors ceux-là, aujourd'hui on a dit tous ces groupes armés, personne ne va rentrer dans notre armée, on ne peut plus reclasser comme ça a été par le passé, mais au moins, avec cette possibilité, les groupes Maïmaï qui défendent notre souveraineté, qui sont en train de défendre notre territoire au niveau du bas Nord Kivu ou bien Sud Kivu, ceux-là peuvent faire partie de cela, les étudiants et d'autres, ainsi de suite. Donc, le contenu, je pense, la motivation, c'est dans ce cadre-là, pour se protéger, mais en simples mots, ce sont des réformes que notre armée a besoin pour redevenir fort et occuper une très bonne place en Afrique, pour défendre par toute éventualité
notre souveraineté et nos richesses. Défendre notre souveraineté, mais quelle est votre lecture aujourd'hui sur la situation qui prévaut dans l'Est? On voit bien que le M23 continue toujours d'occuper nos territoires. Il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes. Je réfléchissais aujourd'hui en sourdine moi-même. Quelle est votre lecture sur cette question? Je réfléchissais aujourd'hui comme si je savais que ça viendra comme question ce soir à notre entretien. Moi, je place le président de la République face à cette réalité et son serment. Au début, je me disais, mais le président, comment il va faire pour réaliser ce qu'il a dit? Même s'il faut mourir, je mourrai pour mettre la paix là-bas. Si c'était que pour la paix ordinaire, on aurait déjà cette paix. Par de simples signatures de compensation, faites ceci, faites cela. Il n'y aura pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il est allé sur des racines. Il a creusé. Il a creusé pour mettre Kagame comme graine aujourd'hui, qui fait pousser tous ces plans de désordre. Vous pensez qu'il y a un grand travail qui a été fait sur le plan diplomatique? Ah oui, oui. Aujourd'hui, je lui donne raison, sincèrement. J'avais pas peut-être une bonne lecture avant, mais aujourd'hui, je dis, l'homme est allé plus bas. Il a creusé et il a vu des racines et il sait à quoi est tenu ces racines-là. C'est là-bas qu'il est en train de bouger. Donc très bientôt, je pense, faisons confiance à toutes ces stratégies diplomatiques, militaires, qui va donner quand même un bon résultat. Quelle est votre réaction? Parce qu'on a vu le président Kagame récemment réclamer, faire des déclarations selon lesquelles le Rwanda aurait des terres à réclamer justement en République démocratique du Congo. Dans le sens de son discours, je n'ai pas vu quelqu'un réclamer. Je n'ai pas compris dans le sens de réclamer. Mais j'ai compris qu'il voulait peindre historiquement pour que la conséquence incite les uns les autres des partis qui le composent à aller vers cette réclamation. Mais la réaction est venue vite aussi. Hein, les historiens l'ont recadré. Et, bon, le président Kagame, il a ses techniques, il a ses façons, il a aussi des manières diplomatiques à aborder, connaissant très bien le Congo, et il sait l'infiltration, comment il l'a fait, il sait à tout moment comment il agit. Parce que, ce qu'on ne veut pas ignorer, il provoque la RDC à une guerre. Le président était patient. Moi, je pense que si on avait fait la guerre quand tout le monde voulait qu'on fasse la guerre, le Congo s'est déjà pris de... Est-ce qu'il faut qu'on fasse la guerre au Rwanda? Oui, on va faire la guerre, mais pas aujourd'hui. Comme certains, pas maintenant, comme certains politiques... Pas comme Kagame le veut. Il le provoque, il le souhaite. Il souhaite à ce qu'il y ait guerre, parce qu'il sait qu'il a infiltré l'armée. À chaque fois qu'il va entrer, vous allez voir à qui tourne là-bas, tout le monde change de fusil d'épaule. Et ici à Kinshasa, on change ainsi de suite. Vous dites que nous devons faire la guerre, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Terminons la réforme. D'ailleurs, avant que les réformes puissent terminer, avec toutes ces politiques publiques qu'on met pour renforcer notre armée, Kagame va déjà disparaître. En termes de force, de l'ouragan, comme on dit, l'orgueil qu'il a à dire tout ce qu'il est en train de dire là, ça va cesser. Alors très rapidement, le sommet de Bujumbura a pris fin aujourd'hui. Le président de la République qui a pris part à ces travaux a plaidé pour la révitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais on a vu que dans la résolution qui a été rendue publique, le Rwanda n'a pas été condamné. Comment vous expliquez cela? Non, mais la condamnation du Rwanda, ce n'est pas à ce niveau-là déjà. Ce n'est pas à ce niveau. Parce que là, et le Rwanda et nous-mêmes, nous participons pour évaluer. Hein, c'était pas, on évalue les accords d'Addis Abeba. Et dans les accords d'Addis Abeba, le Rwanda n'est pas cité. Ça, c'est par la suite les accords dont le président demandait qu'on puisse... Parmi les États signataires, il y avait entre autres le Rwanda en 2013. Mais non, pas dans le faux. Ça précède les attaques de M23 du Rwanda qui est récent. Mais avant ces accords, qui doivent être réformulés. C'est quand on va réformuler qu'on peut trouver des articles qui va taxer le Rwanda, qui va dénoncer le Rwanda ou pourquoi pas arrêter ou traduire en justice le Rwanda. Mais pour l'instant, je pense que ce format-là, il était question de valoriser, je pense, la technique diplomatique du chef de l'État. Quand il demande, il faut revoir, il faut revitaliser. C'est pour amener à ce que s'il y a des pays voisins parmi les signataires de l'accord d'Addis Abeba qui devaient faire le suivi et l'évaluation de groupes armés, et que si un pays attaque, je n'ai pas tous les articles avec moi, c'est peut-être dans ça qu'il veut que ça arrive.
Et de part et d'autre, on va condamner à gauche, à droite, et on va mettre Kagame à l'étau. Alors, vous êtes également un grand opérateur culturel. Je voudrais qu'on aborde la deuxième thématique de notre émission, culture congolaise, progression ou régression. Votre réaction en général? Bon, la culture traditionnelle existe. Mais maintenant, les efforts du monde aujourd'hui, c'est de moderniser sa culture, c'est d'amener la culture dans l'économie. Comme on a reconnu la rumba aujourd'hui, ça doit devenir un produit commercial qui doit amener des recettes, qui doit créer du travail, qui doit de l'emploi, je veux dire, et qui doit créer de la richesse. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Quand on dit des artistes ont fait au nombre de vues comme ça, ils ont des millions, ils ont ceci, ils ont cela, nous n'avons pas encore ce niveau-là. Qu'est-ce que ça rapporte à l'État? Mais l'État maintenant là, l'État doit prendre ça comme l'assiette, un peu comme un réseau, un système sur lequel on peut mettre la fiscalité, sur lequel on peut mettre de l'économie, les finances, pour que l'État puisse gagner dans le temps. Et ce que l'État va gagner, c'est plus que l'État organise le jeu, hein, loterie ou quoi, là, il organise. Le PMI et tout ça, l'État l'organise. Mais la musique ou la culture, de manière générale, n'est pas encore organisée sur le plan légal, sur le thématique fiscale et tout ce que vous voulez. C'est là où je dis ça stagne. Mais maintenant, il faut booster. Avec la loi des numériques, oui, avec les statuts des artistes, avec le loi qu'on peut prendre aussi qui encadre le réseau à ces termes-là, l'entrepreneuriat culturel, tout ça, ensemble, peut faire de sorte que la production ou l'investissement aussi dans des prérequis, je veux dire ici, dans la construction des salles, aménagement des salles, parce que quand vous allez à New Arena, c'est dans une salle que vous jouez. Mais ici, quand on doit jouer, c'est où qu'on doit jouer? Salle Mongita, c'est en état de délabrement, la salle de zoo, etc. Il y a de l'art qui ne se passe que dans des salles. Par exemple, le théâtre. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des films qui se passent à la télé ou tout ça, mais le théâtre naturel doit se passer. Alors, on a terminé l'émission. Quel mot avez-vous à dire par rapport à la problématique des prestations des artistes en Europe, les artistes congolais qui ont du mal à prester jusqu'aujourd'hui en Europe? On voit bien que Fally Ipupa, qui prépare par exemple son concert qui aura lieu au mois de décembre, est menacé par certains combattants qui réside en Europe. Quel est votre degré d'implication dans cette problématique pour sa résolution? Les artistes sont tellement indépendants qu'ils n'impliquent pas le gouvernement congolais dans leur production. Et c'est difficile. Rapidement. C'est difficile pour que l'État congolais puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce sont ces producteurs-là qui veulent le produire. On doit les connaître ici, à notre ministère de la Culture. On doit les connaître ici au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. Ce n'est qu'avec ça, avec des notes verbales, qu'on sache qui produit qui et c'est où. Et c'est comme ça qu'on peut imposer à l'autre partie, dans le cadre diplomatique, la France, de prendre soin et d'arrêter toute personne qui peut empêcher. Mais maintenant, l'autre revers, c'est quoi? Ceux qui empêchent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont leur façon démocratique d'empêcher les autres pour faire entendre leur voix. Et leur voix, c'est quoi? C'est appel à dénoncer, à faire des plaidoiries sur la dictature, mais ça se passe. Vous pensez qu'ils ont tort en se comportant ainsi, les combattants? Dans la démocratie, dire à quelqu'un qu'il a tort, qu'il a raison, c'est difficile. Mais au moins, moi, en tant qu'un homme d'État, je me dis, il faut laisser les frères s'exprimer si c'est possible. Comme autant, eux aussi, il y a les passages à la télé ici, on interdit rien du tout, vous ne m'avez rien soufflé en avance, je sais tout dire ici. Et ils peuvent appeler et faire des émissions pour réveiller la population. Ce n'est pas nécessaire de bloquer l'émergence de toute une culture. Moi, je pense que c'est des choses qu'ils doivent renégocier, comme ceux de Londres ont fait avec Wera, ou ceux de l'Afrique du Sud l'ont fait avec Kofi Olomide. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu Dédé Mopassa, député national, élu d'Idiofa dans le Kwilu. Merci d'avoir répondu à notre invitation honorable. Merci à vous-même. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.